Nous sommes le jeudi 26 novembre 2020. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, la tournée nationale du président de la République pour l'étape du Monokoufo. Le chef de l'État était à Diakotomé, Dogbo et Atiémé. Patrice Talon a échangé avec les populations sur des questions de développement et les réalisations de son gouvernement. Dans ce journal, on parlera aussi de cette session extraordinaire du conseil communal de Sémépodi. Jonas Benameto et les autres conseillers ont abordé plusieurs points allant dans le sens de la bonne gouvernance de cette commune. Et bien d'autres points sont inscrits à l'ordre du jour. À suivre également dans ce 13h la séance d'échange avec les élus locaux et le préfet du département du Zou. L'activité entre dans le cadre de la quinzaine de l'assainissement de la microfinance au Bénin. L'initiative porte la signature du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Et on démarre tout de suite avec la tournée nationale de Patrice Talon. Le chef de l'État était dans le Koufo, et précisément à Diakotomé. Et bien, Patrice Talon a échangé avec les populations sur des questions de développement, notamment et celles relatives à l'eau, les infrastructures routières, l'éducation, mais aussi l'électricité. Voici un extrait du maire de la commune, suivi de la réaction du chef de l'État, Patrice Talon. Depuis le début de votre tournée à l'intérieur du pays, vous avez entendu un chapelet de doléances des communes visitées, malgré tout ce que vous avez déjà fait à travers tout le pays en moins de 5 ans. C'est la preuve qu'il reste encore beaucoup à faire. Ces problèmes ont leur origine dans les secteurs du développement tels que celui de l'eau, de l'électricité, des infrastructures routières, de l'éducation, de l'enseignement, de la santé, de la sécurité, et j'en passe. Ce que vous avez vu, c'est la même chose que j'ai vu également. Donc, que ce soit l'un d'entre vous, que ce soit moi, l'énoncé du chemin que nous avons parcouru ensemble doit faire l'unanimité. Dans le domaine de la route, de l'eau, de l'électricité, de l'école, de la santé, des infrastructures marchandes comme les marchés, les stades, tout ce qui concourt au bien-être des jeunes, les services de l'État à nos populations. En appréciant le chemin parcouru dans tout le Bénin, ce qui a été fait dans chacun des domaines que je viens de citer, nous pourrions nous assurer de ce que, ah non, le Bénin, ça y est, a pris son envol. Il y a 5 ans, le délestage était de notre quotidien. Nous ne produisons pratiquement plus d'énergie au Bénin, si ce n'est Nagbeto pour le compte de nos 2 pays. Mais l'essentiel venait du Nigeria, du Ghana. En 2016, à notre arrivée, c'est près de 40 milliards que le Bénin devait au Nigeria, au Ghana, à la CEB. Aujourd'hui, le Bénin doit 0 francs au Nigeria et au Ghana. À date d'aujourd'hui, le Bénin produit sur son territoire plus de 50% de ses besoins d'énergie. Nous avons réhabilité les petites unités dont disposait la SBE jadis. 2. Le Bénin a construit une centrale qui produit à elle seule, donc comme je disais tout à l'heure, près de la moitié de nos besoins. Et vous savez où? À Maria Gleta. Après Diakotomé, le chef de l'État est allé aussi au contact des populations de Dogbo et c'est toujours dans le même département, le Koufo. Et bien à cette étape aussi, des questions relatives au développement et les différentes actions en cours dans la localité sont passées au pays fin. Magloire Agossou est le maire de la commune de Dogbo. Il est suivi ici du président de la République. Dogbo, votre commune vous attendait depuis l'annonce de votre visite pour vous dire merci. Vous avez tenu avec nous le pari de l'ouverture des grands chantiers actuellement en cours. Le programme d'action initié par votre gouvernement depuis 2016 a impacté positivement notre commune
à travers plusieurs travaux. Les Béninois votent pour les uns et les autres par dépit, sans croire à grand-chose. Mais cet espoir qui s'est enfui année après année en nous, pour une fois, est-ce que durant ces 5 années que nous passons ensemble, après mon cri de cœur, que nous sommes capables de sortir de la misère, est-ce que les 5 ans que nous avons passés ensemble donnent l'impression que les choses ont commencé par bouger? Le rythme auquel, la vitesse à laquelle la route avance, laisse désormais espérer que le développement vient, puisqu'on dit le développement n'a qu'un seul chemin, c'est la route. Avec les réformes et les investissements qui ont eu lieu dans ce domaine, aujourd'hui, plus de 90% de nos concitoyens sont susceptibles d'avoir un état civil. Pour peu maintenant qu'ils veuillent faire le déplacement pour aller retirer le acte de naissance. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extraordinaire. Aucun pays d'Afrique, je mesure mes mots, aucun pays d'Afrique n'a un taux d'enregistrement à l'état civil de 90% de ses citoyens. Aujourd'hui, si vous partez à la retraite le 31 décembre 2020, vous aurez votre pension avant le 31 janvier 2021. C'est-à-dire, à partir du 20, moins d'1 mois après votre départ à la retraite, vous aurez votre pension. Ce n'est pas rien. Ces choses-là n'ont l'air de rien, mais c'est une révolution dans les services de l'État à nos concitoyens. C'est une transformation extraordinaire. Patrice Talon depuis Dogbo. Le président de la République s'est également rendu dans la commune d'Atiémé pour le même exercice de reddition de comptes. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG était au cœur des échanges. Regardez. La population d'Atiémé me charge de vous dire qu'elles ont des yeux et qu'elles voient. Elles voient que nos enfants vont à l'école maintenant sans subir les affres des grèves intempestives. Elles voient que nos mamans, nos enfants et nous-mêmes allons aujourd'hui aux soins sans courir le risque d'aller mourir dans les hôpitaux pour cause de grève sans service minimum. Elles voient que tout le pays est en chantier également. Elles voient aussi l'asphaltage courir les rues de toutes nos villes. Elles voient des marchés et des stades modernes poussés de terre comme des champignons, Monsieur le Président. Elles voient l'eau potable couler partout dans le pays. Elles voient des populations surprises de recevoir le courant électrique chez elles, partout. À l'époque, quand on parle des villes du Bénin, Atiémé faisait partie des villes phares du temps de nos parents, c'est-à-dire du temps colonial et un peu post-colonial. Et il semble que tout s'est arrêté. Et pourtant, quand on circule dans Atiémé Centre, on voit bien les vestiges d'une période glorieuse. Il faut réhabiliter ça. Toujours les nouvelles de l'exécutif réuni hier, mercredi, au Palais de la Marina. Le traditionnel rendez-vous du Conseil des ministres a statué sur l'adoption du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral, lequel décret va permettre à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, d'enclencher le processus électoral. La question relative au paiement des pensions a été également abordée à l'occasion. On écoute ici le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Maître Alain Ronla. Au titre des mesures normatives, adoption du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. En adoptant ce décret qui permettra à la Commission électorale nationale autonome, Sénat, d'enclencher le processus électoral, le Conseil rappelle au corps électoral que, conformément à la Constitution, la date du premier tour de l'élection présidentielle a lieu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale, soit le dimanche 11 avril 2021. Les ministres concernés par le sujet sont instruits à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du dit décret. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant description des costumes d'audience des greffiers et des officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions en République du Bénin. Approbation des statuts de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles annexe MO, puis
reclassement des personnels de la police républicaine. Au titre des communications, poursuite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la délivrance des carnets de pension de retraite. Le compte rendu des diligences effectuées à cette fin fait apparaître qu'à la date du 2 novembre 2020, tous les dossiers concernés ont été effectivement traités. À cette date, 1411 agents sont concernés, dont 686 affiliés au régime du Fonds national des retraites du Bénin, FNRB, et 725 relèvent de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Sur les dossiers des 686 agents relevant du FNRB, 577 livrets de pension ont été édités avant la date du 2 novembre 2020, dont 261 aussitôt remis à leur titulaire pour paiement. Il reste 316 carnets non encore retirés par les bénéficiaires. Quant aux 109 autres livrets non confectionnés, la situation administrative des agents n'a pas favorisé la liquidation de leur pension de retraite. En effet, certains d'entre eux sont décédés. D'autres ont abandonné leur poste ou sont en détention préventive. Enfin, l'absence de données dans le fichier de paye explique également la non-délivrance des livrets de quelques agents. Par ailleurs, s'agissant des 725 agents relevant de la CNSS, les dispositions ont été prises pour que leurs pensions soient également liquidées. En ce qui concerne les ayants cause, 531 carnets de pension ont été rendus disponibles à la date du 2 novembre 2020, dont 236 carnets ont été déjà effectivement remis à leurs bénéficiaires, le reste étant transmis aux structures déconcentrées du ministère de l'Économie et des Finances pour remise aux personnes concernées. Et maintenant, place à l'invité de ce journal télévisé, cet invité qui vient nous parler de ce programme dénommé Noël Ensemble, qui est une promotion du groupe Canal Plus Bénin au profit de ses abonnés. Monsieur Guigma Amel, vous êtes le responsable secteur Cotonou du groupe Canal Plus. Bienvenue sur Canal 3 Bénin. Merci, bonjour Monsieur Clément Achadé. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3 et bonjour également à tous les abonnés Canal+. Je le disais que vous êtes venu donc parler de ce programme, ce produit Noël Ensemble, qui est une promotion au profit de vos abonnés. Dites-nous quelles sont les nouveautés en fait du groupe Canal+ que vous êtes venu annoncer. Ok, merci Monsieur Clément pour la question. Il faut dire que j'ai une super nouvelle pour tous les abonnés Canal+. Chez Canal+, c'est déjà la Noël. Donc pour permettre à tous nos abonnés de passer de très belles fêtes en famille, Canal+ leur permet de bénéficier du pack VIP. Voilà, donc... Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce que vous appelez le pack VIP? Le pack VIP est composé de toutes les chaînes Canal+. Et quand je parle de toutes les chaînes, c'est plus de 240 chaînes, radio et services, pour tout réabonnement dans nos bouquets, que ce soit le bouquet de 5 000 francs qu'on appelle Access, que ce soit le bouquet d'évasion. Pour tout réabonnement, vous bénéficiez de ce pack VIP-là, vous bénéficiez de toutes les chaînes Canal+. Donc, contrairement à ce à quoi on était habitué, et donc il faut payer un peu plus cher pour avoir l'ensemble des chaînes Canal+. Cette fois-ci, avec un abonnement même de 5 000, on peut avoir, je dirais, tout le bouquet. C'est bien ça? Oui, effectivement, c'est bel et bien ça. Que le client ait un abonnement en cours ou que le client ait un abonnement qui a expiré, il suffit juste de se réabonner à 5 000 francs et le client va recevoir toutes les chaînes de Canal+. Il faut également noter que c'est un abonnement de 40 000 francs et le client, en se réabonnant soit à 5 000 ou à 10 000 ou aux autres abonnements, bénéficiera de cet abonnement de 20 000 pendant 15 jours. Donc, si on comprend bien, c'est une nouvelle offre. Alors, quelle est la période que vous consacrez à cette nouvelle offre? Il faut dire que l'offre a déjà démarré. L'offre a démarré depuis le 20 novembre et l'offre court jusqu'au 31 décembre. Donc pendant du 20 au 31 décembre, pour tout réabonnement à nos bouquets, vous bénéficiez de toutes les chaînes Canal+, vous bénéficiez du bouquet de 40 000 pendant 15 jours. Et il faut également noter que l'offre a plusieurs avantages.
Voilà. L'offre a plusieurs avantages. Quels sont ces avantages? Si je prends l'exemple, par exemple, d'un abonné qui arrive à expiration, qui à 7 jours va arriver à expiration, si ce même abonné se réabonne à partir de 5 000 francs, il bénéficie de la semaine généreuse pendant 7 jours et de tout Canal Plus pendant 15 jours. Donc, les abonnés ont la possibilité de bénéficier de plus de 22 jours d'ouverture de droit pour ceux qui arrivent, dont l'abonnement arrive à échéance dans 7 jours. En plus, pour... Parlez toujours des avantages. Oui, parlant toujours des avantages, pour tous les abonnés, par exemple, qui ont leur abonnement qui est fini, il faut dire que c'est une première, qui ont leur abonnement qui a expiré, s'ils se réabonnent aujourd'hui, ils bénéficient automatiquement de toutes les chaînes pendant 15 jours. Alors, c'est justement la question que j'aimerais vous poser. Oui. Souvent, à ces occasions de promotion, on catégorise les abonnés. Cette fois-ci, quels sont les types d'abonnés qui sont éligibles à l'offre que vous présentez? L'offre est vraiment extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce que tous les abonnés de Canal+ sont éligibles à cette offre. Donc, que vous ayez un abonnement échu ou que vous ayez un abonnement actif, dès que vous vous réabonnez, automatiquement, vous bénéficiez de l'offre pendant 15 jours. Alors, quelle est la programmation, je vais dire, sur les bouquets et Canal+ de l'offre en question? D'accord. Déjà, là, pour donner un peu la programmation du jour, j'invite tous nos abonnés qui sont fans des films policiers à 20h30 sur la chaîne Canal+ Action, la chaîne numéro 3. Aujourd'hui même, pour suivre Police Story. Voilà. Pour tous les amoureux du football également, je les invite sur Canal+ Sport 2 à partir de 20h pour suivre Benfica Rangers. Voilà. Pour ceux encore qui aiment le football, je les donne également rendez-vous sur Canal+ Sport 3 à partir de 17h55 pour suivre Molde contre Tottenham. Voilà. Alors, monsieur Amel Gugma, où et comment se réabonner pour bénéficier de l'offre que vous présentez? Ok. Nous avons divers points de vente ou divers points de réabonnement pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se réabonner. Il faut dire que déjà sur tout le pays, on a 11 agences reparties comme 6 agences sur Cotonou. On a une agence à Porto Novo. On a également un camion mobile au niveau de Calavi. On a également au niveau du stade un store, une agence Canal+. Vous pouvez également vous réabonner à Djougou. On a une agence à Djougou, à Natitengu et à Parakou. Vous pouvez également vous réabonner chez nos distributeurs agréés et également chez nos points de réabonnement. Et pour tous ceux qui sont à l'aise avec leur téléphone, pour tous ceux qui ont un compte MTN Mobile Money, vous pouvez vous réabonner en composant étoile 400 dièse, puis vous tapez 5. Pour tous ceux également qui ont Move Flows, vous pouvez vous réabonner en tapant étoile 155, étoile 5, étoile 3 et dièse. Amel Gugma, je rappelle que vous êtes le responsable secteur Cotonou du groupe Canal+ Bénin. Et merci pour tous ces détails. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on parlait à l'instant de cette promotion que vous venez donc de lancer à partir de notre plateau ici, que vous appelez Noël Ensemble, qui est une promotion au profit de vos abonnés. Je vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, effectivement, c'est pour permettre à tout le monde de passer un Noël ensemble, en famille. Donc, je vais dire merci à tous nos abonnés qui nous font confiance. Pour ceux qui sont encore hésitants, qui ne sont pas encore rentrés dans la famille Canal+, je vous invite à nous rejoindre parce qu'en décembre, on aura des programmations assez fortes pour vous permettre de passer de très bons moments footballistiques, de très bons moments de divertissement et de très bons moments avec des films d'action. Merci. Bonne chance à vous et beaucoup de courage. Merci. Nous, on reste ici, on ne bouge pas et on continue ce journal. Eh bien, le conseil communal de Semek-Podji, qui est présidé par le maire Jonas Ogbenameto, qui a tenu mardi une session extraordinaire. Plusieurs points allant dans le sens de la bonne marche de la commune sont inscrits à l'ordre du jour. Je vous invite maintenant à suivre un extrait du propos du maire Jonas Ogbenameto. L'équipe que nous constituons est une équipe qui se veut solidaire. C'est une équipe qui veut la participation de tous. Et pour éviter que des langues inadéquates ou des langues mal intentionnées diffusent dans l'opinion
des comportements qui ne sont pas les nôtres, l'exécutif a voulu que nous puissions partager les préoccupations réelles, les données réelles et la situation d'un certain nombre de segments qui doivent, après amélioration, nous permettre réellement de réussir notre mission. Donc, chers conseillers, ce n'est pas ordinaire de programmer que des commissions viennent plancher, viennent expliquer un certain nombre de constats faits sur des sites porteurs pour la commune. C'est pourquoi je dis que ce programme, que cet ordre du jour est inédit. Nous avons besoin de faire face à nos difficultés. Nous avons besoin de régler les problèmes. Nous avons besoin d'éradiquer un certain nombre de comportements pour que la commune de Sémé-Podji puisse réellement décoller et prospérer dans de bonnes conditions. Vous avez des communications qui relatent des séances que votre représentant a eues par ailleurs. Tout ça pour situer chacun désormais dans son rôle et dans les proportions qui sont les siennes. Du Bénin direction Burkina Faso sur la base des données recueillies par ces équipes déployées dans les bureaux de vote dans 13 régions du pays. Et bien dans le cadre du double scrutin présidentiel et législatif du dimanche dernier au Burkina Faso, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est une lecture globale et impartiale du processus électoral depuis la campagne jusqu'à la compilation des résultats en passant par le vote proprement dit. Je vous invite ici à suivre un extrait de la déclaration préliminaire lue ici par le chef de la mission de la CEDEAO. Conclusion. Globalement, le processus électoral ayant conduit aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre au Burkina s'est déroulé dans un environnement paisible, sans incident majeur, en dépit du contexte général sécuritaire tendu et de certaines contraintes logistiques. Sur la base de son appréciation de l'ensemble du processus, la mission d'observation aux élections couplées du Burkina Faso est arrivée aux conclusions ci-après. Ces élections présidentielles et législatives constituent une étape cruciale dans la consolidation de la paix et la promotion de la démocratie au Burkina Faso. Elles ont été rendues possibles par l'engagement et la détermination du peuple burkinabé et de toutes les parties prenantes. La mission félicite le peuple de Burkina, le gouvernement pour les dispositions prises pour la tenue des élections et les partis politiques pour leur engagement constant. En particulier, la mission salue le patriotisme, la patience et le civisme des électeurs qui ont fait preuve d'un rare engagement tout au long du scrutin. La mission encourage les électeurs à maintenir leur comportement jusqu'à la proclamation définitive du résultat. Elle les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Par ailleurs, la mission lance un appel aux candidats aux deux élections à respecter les résultats issus des urnes et les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais de ses observateurs de long terme et du bureau spécial de la Commission au Burkina, observera les développements post-électoraux. Je voudrais donc vous remercier, vous, de la presse, qui avez fait ce travail très professionnel. Ensuite, dire merci et louer la grande responsabilité, le leadership de nos chefs de mission qui, dans leur parcours de contact en matière de diplomatie préventive, avant le démarrage du scrutin lui-même, et en matière de médiation, ont su ramener jusqu'à maintenant les joueurs pour continuer le dialogue comme ils avaient commencé depuis quelque temps.
en vue d'apaiser le climat sociopolitique de ce pays. Je voudrais finir avec nos observateurs, nos vaillants observateurs, qui s'engagent et qui se sont encore engagés une fois pour démontrer leur solidarité vers un pays de la région ouest-africaine. Je veux dire le pays des hommes intègres, où, contre vents et marées, en bravant la peur, ils ont su aller dans les 13 régions du Burkina où le scrutin a pu se dérouler. Je voudrais vous dire merci, bravo, continuez, ensemble nous sommes toujours plus forts. Et je finirai en empruntant le mot de Obama, yes, we can. Thank you very much. Obrigado. Et puis, Cotonou qui abrite depuis hier la réunion annuelle des commissions nationales sur les armes légères, eh bien c'est une rencontre de grande envergure qui se penche sur la convention 2021-2025 de la CEDEAO et qui porte sur les armes légères et de petit calibre. Eh bien un plan d'action quinquennal de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au sein de la CEDEAO a été adopté. On voit ça avec Ulrich Ekwegaba et Henri Ganti. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au cœur des préoccupations de la CEDEAO. Ici réunis à Cotonou, les commissions nationales sur les armes légères réfléchissent sur la convention quinquennale 2021-2025 de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Une rencontre de haute portée au regard de la flambée des violences et tensions dans la sous-région. Nous avons des problèmes avec la prolifération de ces armes. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de mort d'hommes au Mali. Je pense au Burkina aussi et dans les autres pays. Ce sont des armes importées, ce sont des armes qui entrent par d'autres filières. Et si vous voulez que j'évoque un peu le problème, c'est que nous sommes une sorte de point de passage de tous les côtés. Avant, les armes se limitaient au nord-sud. Aujourd'hui, c'est dans tous les sens que ça entre. Nord, sud, est, ouest. La session de Cotonou, celle qui aura lieu aujourd'hui et demain, est consacrée, n'est-ce pas, à une analyse vraiment approfondie des rapports des commissions nationales, ensuite de la validation de la convention 2021-2025. Cette réunion des commissions nationales sur les armes légères tient également lieu de plaidoyer auprès des partenaires pour la mise en œuvre efficace et efficiente du plan d'action quinquennal de la CEDEAO 2021-2025 sur les armes légères et de petit calibre. Il y a un plan d'action 2021-2025 qui a été adopté. Nous avons d'abord au mois de mars eu une réunion au Libéria. Donc vous avez vu que ça a été exposé, adopté. Et avec les partenaires, nous allons voir comment mettre en application ces plans d'action adoptés. Nous avons des problèmes au niveau des pays pour l'application et ces problèmes, tout le monde sait, c'est financier. Il nous reviendra maintenant d'appliquer, de mettre en œuvre les recommandations après que, n'est-ce pas, les instances supérieures, les organes habilités à adopter cette convention le refaire. Voilà. Cette réunion, qui se tient en pleine période de crise sanitaire mondiale, impose aux commissions nationales de se pencher sur l'impact de la Covid-19 sur la mise en œuvre de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, aussi bien au niveau national que régional. Nous sensibilisons effectivement à chaque occasion de rencontres ou bien même de simples formations, de renforcement de capacité de nos forces de défense et de sécurité. Parce que cette pandémie est une réalité. Il y en a qui n'ont pas voulu le croire. Il y en a qui ont prétendu à beaucoup de choses. Mais je pense que la réalité est là. Il faut la vivre avant de pouvoir se convaincre de son existence réelle. 2 jours durant, à travers des sessions techniques et des communications, les participants venus de tous les pays membres de la CEDEAO auront à valider le plan de convention 2021-2025 sur les armes légères et de petit calibre. Ceci dans l'espoir de réduire sensiblement les foyers de tension dans la sous-région.
Direction le Septentrion, précisément Djougou, la salle d'audience du tribunal de première instance de la ville a servi de cadre jeudi à un atelier de sensibilisation sur l'arsenal juridique de protection des enfants au Bénin. Objectif d'impliquer davantage les participants dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Reportage Abdou Sahabi Idrissou. Cette communauté a décidé de protéger ces enfants-là. Comment protéger les enfants et surtout prévenir la délinquance juvénile? C'est toute la problématique de cet atelier d'échange. Initié par le ministère de la Justice et de la Législation à travers le Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Parakou, cette rencontre vise essentiellement à sensibiliser les participants sur l'arsenal juridique de protection des enfants au Bénin. Cette rencontre d'échange est initiée pour élucider une fois encore les questions des bonnes pratiques en matière de traitement d'enfants et de la meilleure compréhension du Code de l'enfant en République du Bénin. Ce code renferme des mesures visant à protéger des enfants vivant dans des conditions susceptibles de mettre en péril leur vie, leur santé, leur éducation, leur sécurité, bref, tout ce qui touche leur intégrité physique et morale. Cette couche vulnérable subit donc des traitements inhumains, dégradants, cruels, et ce malgré l'existence d'un cadre juridique au Bénin. Les mineurs sont également victimes de la maltraitance et de la violence sous toutes ses formes, de la privation de l'environnement familial, des abus et violences en tout genre, qu'elles soient le fait des membres de la famille, d'autorités ou au sein d'institutions. Les différentes thématiques que nous aurons à développer sont d'une importance capitale au regard des problèmes que rencontre la gente juvénile dans ces errements qui la plupart du temps sont liés en grande majorité aux erreurs, aux fautes et aux actes d'irresponsabilité de certains adultes que nous sommes. Au cours de cette séance de sensibilisation, les textes du Code de l'enfant en République du Bénin ont été vulgarisés. Les participants, tout en saluant l'initiative, prennent l'engagement de jouer leur partition pour la défense des droits des enfants. Cette sensibilisation est la bienvenue par nous, les élus locaux, pour que nous soyons imprégnés de ce qu'il faut faire désormais pour protéger nos enfants. Après les élus locaux et communaux de Djougou, ce serait le tour des élèves d'être entretenus sur les textes et lois qui protègent l'enfant au Bénin. Retour à Cotonou, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés apporte une assistance aux élèves réfugiés vivant au Bénin. Eh bien, c'est pour faire face efficacement à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Eh bien, l'organisme international a fait don de matériel sanitaire de protection accompagné d'une enveloppe financière. La remise de ces lots a eu lieu mercredi au Collège d'enseignement général Kounou de Cotonou. Le geste symbolise ici l'élan de veille de la communauté internationale et de l'État béninois envers les réfugiés vivant au Bénin. L'organisme international, en partenariat avec la Commission nationale chargée des réfugiés, fait don ici aux élèves réfugiés d'une vingtaine de lycées et collèges du pays des matériels de protection contre la pandémie de Covid-19. Je suis très contente de ces dons face à cette maladie qui a frappé le HCR, a pensé à nous, les élèves réfugiés. Reconnaissance témoignée pour un emballage composé entre autres de masques réutilisables, de savon liquide, de gel hydroalcoolique, de dispositifs de lavage de mains, le tout accompagné d'enveloppes financières destinées aux familles vulnérables des réfugiés. Cette assistance du HCR démontre l'intérêt que porte cette institution pour le bien-être de la population béninoise en général et des réfugiés vivant au Bénin en particulier. Des réfugiés qui au Bénin vivent au sein de la population, contrairement à bon nombre de pays où ils sont logés dans des camps. Plus loin, ils jouissent au Bénin d'un statut particulier. Je remercie vivement les représentants des établissements ici présents qui ont bien voulu accueillir tous les réfugiés, nos enfants,
dans les établissements en leur donnant d'une bonne éducation, en particulier les filles à une éducation gratuite, et ainsi que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vraiment vous garde longtemps pour ce que vous faites pour les réfugiés élèves. Des élèves réfugiés formés sur place dans les établissements scolaires comme des nationaux. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la survie dans ce contexte sanitaire avec son lot de psychose. Chers élèves, je voudrais vous rappeler que le Covid-19 ne fait pas de distinction entre élèves réfugiés et élèves béninois. Je vous demande par conséquent de vous unir pour barrer la route à cet ennemi commun qui veut hypothéquer votre avenir. Vous devez dire non au Covid en faisant un bon usage des matériels et appuis financiers qui vous sont offerts pour vous permettre d'observer strictement les gestes barrières. Des gestes barrières dont les ingrédients sont désormais à leur portée. Cette assistance a coûté au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés près de 23 millions de francs CFA. 35 familles d'élèves réfugiés recevront chacune une enveloppe financière de 150 000 francs CFA. Et avant de boucler la boucle, cette séance d'échange avec les élus locaux et le préfet du département d'Izou, l'activité entre dans le cadre de la quinzaine de l'assainissement de la microfinance au Bénin. Elle est organisée par le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Eh bien, les débats ont pour objectif de responsabiliser les autorités communales dans la lutte contre l'existence des institutions de microfinance qui opèrent en marge de la réglementation en vigueur. Imet Hélène Amousson. En tournée à travers le pays, les membres du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance tiennent ici une séance de sensibilisation et d'information. L'escale d'Abomey entre dans le cadre de la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance lancée conjointement depuis peu avec l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Avec les élus locaux et l'autorité préfectorale, les visiteurs ont partagé les résultats du 3e recensement national des systèmes financiers décentralisés et initiative informelle de microfinance. Réalisée en 2019, l'état des lieux selon l'enquête et malgré les efforts, comme ont pu le constater les participants, est évocateur. Les résultats de ce recensement ont permis de noter que 38 initiatives exercent l'activité de microfinance en marge de la réglementation. On dénombre parmi ces 38 structures illégales 8 exerçant dans le département du Zou. Étiquetées zone à risque ou pilule les institutions illégales de collecte d'épargne ou de microfinance, le Zou, selon les membres de l'agence, doit redoubler de vigilance dans leur devoir de protection des populations et pour contribuer à lutter efficacement contre les faussaires. Les élus locaux sont appelés à prendre leurs responsabilités. Au 30 juin 2020, la clientèle desservie s'élève à 2 574 399. L'épargne collectée s'établit à 133 500 millions. Le niveau de l'encours de crédit se situe autour de 162 700 millions. Des créances en souffrance de 13,5 milliards représentant 8,3% contre une norme de 3% admise dans le secteur. Ce sous-secteur est confronté à une difficulté majeure, celle de l'exercice sur le même marché des initiatives informelles exerçant l'activité de collecte de l'épargne et d'octroi de crédit. Vous devez faire en sorte qu'au cours des réunions, aussi bien des conseils d'arrondissement que des conseils de village, ce débat puisse être mené afin que les collecteurs d'épargne non autorisés soient chassés, je dis bien, soient chassés de nos localités, notamment les coins les plus reculés. À cette séance d'échange à Abomey, plusieurs autres communications ont également été présentées. Elles ont porté sur les activités financières en ligne telles que le e-commerce et le marketing en réseau. Le cadre législatif et réglementaire régissant la microfinance au Bénin. Après Abomey, la tournée va se poursuivre dans d'autres régions du pays. Elle va permettre d'appeler les populations à vérifier la légalité des institutions financières avant toute transaction.
C'est sur cette note que s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Vous retrouvez le reste de l'actualité sur nos canaux digitaux, notamment notre site, je vais dire notre application mobile Canal 3 Bénin et sur le www.canal3television.com. À bientôt.